donc une société sans école. L'école obligatoire, la scolarité prolongée, la course au diplôme, autant de faux progrès qui consistent à produire des élèves dociles, prêts à consommer des programmes préparés par les autorités et à obéir aux institutions. À cela, il faut substituer des échanges entre égaux et une véritable éducation qui prépare à la vie dans la vie, qui donne le goût d'inventer et d'expérimenter. L'auteur de Libérer l'avenir poursuit ici sa recherche pour les nations riches ou pauvres d'un autre mode de vie. L'école doit pouvoir devenir le principal lieu d'une rupture avec le conformisme. Donc voilà, ça c'est quatrième de couverture. Et courte présentation d'Ivan Illich. Ivan Illich, 1926-2002. Il a dirigé l'université catholique de Porto Rico avant de fonder au Mexique le Centre international de documentation, le CIDOC. Alors, un autre extrait d'un livre d'Ivan Illich, Une société sans école, La nouvelle aliénation. L'école ne représente pas seulement la nouvelle religion planétaire, c'est également le marché de l'emploi qui se développe le plus vite. La production des consommateurs est devenue un secteur florissant de l'économie. À mesure que les coûts de production décroissent dans les nations riches, on trouve une concentration accrue à la fois des capitaux et de la main-d'œuvre sur l'entreprise qui conditionne l'homme à la consommation disciplinée. Au cours de la dernière décennie, les investissements consacrés au système scolaire et à son équipement se sont élevés proportionnellement plus vite que ceux consacrés à la défense. Le désarmement ne ferait qu'accélérer cette tendance qui conduit à investir massivement dans l'industrie de l'éducation. L'école ouvre des perspectives illimitées à un gaspillage considéré comme légitime tant que l'on ne s'apercevra pas de ses effets nocifs, et alors même que le prix des remèdes palliatifs sera en hausse constante. Il suffit d'additionner le nombre des enseignants et des élèves pour s'apercevoir que cette prétendue superstructure est devenue le principal employeur de notre société. D'un côté, nous trouvons aux États-Unis 62 millions de personnes dans les établissements scolaires et de l'autre 82 millions de personnes actives. Donc ça, c'est les chiffres de 1969. Les analyses néo-marxistes omettent souvent cette simple constatation, si bien qu'elles se bornent à vouloir remettre la déscolarisation à plus tard ou n'en parlent que pour mémoire. Elles s'attachent à d'autres désordres qu'elles définissent conformément à la méthode qu'elles suivent comme fondamentaux, et dont viendra à bout une révolution économique et politique. Mais il faut comprendre que l'école est une industrie, avant de vouloir édifier une stratégie révolutionnaire réaliste. Pour Marx, le coût de production de la demande de biens n'entrait pas en ligne de compte. Aujourd'hui, la plus grande partie de la main-d'œuvre participe à la production de demandes qui puissent être satisfaites par l'industrie. La part la plus importante de cette tâche nouvelle est assurée par l'école. Dans le schéma traditionnel, l'aliénation était une conséquence directe du travail, considéré comme une activité salariée. L'homme était alors privé de la possibilité de créer et d'être recréé. Maintenant, les jeunes sont pré-aliénés par une école qui les tient à l'écart du monde, tandis qu'ils jouent à être à la fois des producteurs et les consommateurs de leur propre savoir, définis comme une marchandise sur le marché de l'école. L'enseignement fait de l'aliénation la préparation à la vie, séparant ainsi l'éducation de la réalité et le travail de la créativité. Il prépare à l'institutionnalisation aliénatrice de la vie en enseignant le besoin d'être enseigné. Une fois cette leçon apprise, l'homme ne trouve plus le courage de grandir dans l'indépendance. Il ne trouve plus d'enrichissement dans ses rapports avec autrui. Il se ferme aux surprises qu'offre l'existence lorsqu'elle n'est pas prédéterminée par la définition institutionnelle. L'école emploie directement ou indirectement la majeure partie de la population. Ou bien elle garde les hommes à vie, ou elle s'assure qu'ils s'inséreront dans une institution quelconque. La nouvelle Église mondiale, c'est l'industrie de la connaissance. Elle offre à ses employés ses rangées d'établis, en même temps qu'elle les pourvoit en opium, et, loin de les renvoyer, entend les garder le plus longtemps possible. Tout mouvement de libération de l'homme ne saurait plus passer maintenant que par une déscolarisation. Et moi j'irais même jusqu'à dire une désobligation scolaire, en fait, ce qui est plus nuancé. Alors, une société sans école,
le potentiel révolutionnaire de la déscolarisation. Certes, l'école n'est pas la seule des institutions modernes qui se fixe pour but essentiel d'imposer à l'homme une vision particulière de la réalité. À y bien regarder, on retrouverait cela dans la vie familiale, assurément dans l'armée, dans le service de santé, dans les professions si joliment baptisées libérales, et bien entendu dans tout ce que l'on appelle les médias. Mais l'école rend l'esprit plus esclave, conduit à un esclavage où rien n'est laissé au hasard. Seule l'école est censée, et c'est, dit-on, sa fonction primordiale, former le jugement critique. Or, paradoxe assurément, comment s'y prend-elle, sinon comme nous l'avons vu, en faisant de l'apprentissage du moi, d'autrui, de la nature, une série de biens de consommation préemballés. Et le pire, c'est qu'elle finit par nous investir tous, qu'elle s'empare si entièrement de nous, que le seul espoir de libération, c'est en nous qu'il faudra le trouver. Surtout pas l'attendre de quelque aide extérieure. Certains se croient révolutionnaires et sont encore victimes de l'école. Ils en viennent à envisager une libération que leur donnerait une institution. Il faut d'abord se libérer de l'école pour dissiper de telles illusions. Faudrait-il encore avoir recours à un plan directeur, à une nouvelle manipulation, pour découvrir que s'instruire s'accommode mal de l'instruction? La déscolarisation est notre responsabilité personnelle, et il revient à chacun de nous de trouver en lui la force nécessaire. Il faut comprendre que si nous ne nous libérons pas de l'éducation scolaire, cela est sans excuse. Quand les hommes se sont-ils affranchis de la monarchie? Lorsque certains d'entre eux se sont libérés de l'Église établie. Et s'ils veulent s'affranchir de la consommation envahissante, ils doivent d'abord se libérer de l'école obligatoire. Nous sommes tous prisonniers du système scolaire, si bien qu'une croyance superstitieuse nous aveugle, nous persuade que le savoir n'a de valeur que s'il nous est imposé, puis nous l'imposerons à d'autres, production et reproduction du savoir. Et notre effort pour nous libérer de l'école fera apparaître les résistances que nous rencontrons en nous-mêmes, lorsque nous tentons de renoncer à la consommation sans limite, d'abandonner cette suffisance qui nous pousse à croire que nous pouvons agir sur les autres pour leur bien. Dans le système scolaire, qui échapperait à l'exploitation d'autrui? L'école est le plus important et le plus anonyme des patrons. Elle nous offre le meilleur exemple d'un type nouveau d'entreprise, venant après la guilde, la manufacture, la société anonyme. Nous pouvons commencer de voir que la société anonyme multinationale, dominant jusqu'alors l'économie, a fait son temps et qu'elle sera supplantée par ce qui la complète aujourd'hui, l'organisation planifiée à l'échelon international de distribution des services. Cette dernière est mieux armée. Elle sait présenter ses services de telle sorte que tous les êtres humains se sentent tenus d'avoir recours à elle. Elle est déjà normalisée à l'échelle planétaire. Elle redéfinit périodiquement la valeur de ses services, et partout, à peu près, à la même cadence. Les transports ne se conçoivent plus sans des modèles toujours nouveaux de voitures, sans des autoroutes géantes. Voilà un besoin créé institutionnellement. Dans le conditionnement du produit, on a prévu la soif du confort, du prestige, de la vitesse, d'équipements de toutes sortes. Et peu importe le système politique, peu importe que la production en soit ou non assurée par l'État, tout l'équipement nécessaire aux soins médicaux se fonde sur une conception particulière de la santé, que le service soit payé par l'État ou par l'individu. Le système promotionnel qui conduit au diplôme équipe l'étudiant pour qu'il ait sa place sur la pyramide internationale de la main-d'œuvre qualifiée, et peu importe encore une fois qui dirige l'école. Dans tous ces cas, l'utilisation du service, ou plutôt l'emploi, représente un bénéfice dissimulé. Le conducteur à son volant, le malade dans sa salle d'hôpital, l'élève à son banc, tous font partie d'une classe nouvelle d'employés. Un mouvement de libération parti de l'école qui se fonderait sur la conscience des maîtres et des élèves, d'être en même temps exploiteurs et exploités, pourrait annoncer les stratégies révolutionnaires de l'avenir, car le phénomène de la déscolarisation préparerait les jeunes à un nouveau style de révolution capable de venir à bout d'un système social qui fait de la santé, de la richesse, de la sécurité des obligations. Une révolte contre l'école, soit. Et quels sont les risques encourus? Certes, ils sont impossibles à prévoir,
mais serait-il plus grand que ceux d'une rébellion contre toute autre institution établie? L'école ne dispose pas dans ce domaine des mêmes forces de répression que l'État-nation, voire une grande société anonyme. Le sang coulerait-il lors d'une libération de l'emprise scolaire? Les fonctionnaires chargés de réprimer l'école buissonnière, leurs alliés dans les tribunaux et les bureaux d'emploi, disposent d'un arsenal répressif dont l'efficacité est indéniable et sera cruellement ressentie par le délinquant isolé, surtout s'il a le malheur d'être pauvre. Mais il leur sera plus difficile de trouver des armes face à un mouvement de masse. Pourtant, me direz-vous, l'école est en but à des critiques multiples. Elle est devenue un problème social et les gouvernements, dans le monde entier, tentent des expériences nouvelles. Ils sont même contraints d'avoir recours à un usage habile des statistiques pour garder la foi et sauver la face. L'état d'esprit d'un certain nombre d'éducateurs ressemble fort à celui des évêques après le dernier concile. Les programmes des écoles nouvelles ou libérées évoquent les liturgies des messes folk ou rock. L'exigence des lycéens d'avoir leur mot à dire dans le choix de leur maître est aussi bruyante que celle des paroissiens demandant à choisir leur curé. Mais le risque que court la société est infiniment plus grand si beaucoup perdent leur foi dans le système scolaire. L'ordre économique, construit sur la coproduction des biens et de la demande, risquerait de se trouver en fâcheuse posture, de même que l'ordre politique fondé sur l'État-nation, auquel l'école livre ses élèves. Nos choix sont suffisamment clairs. Nous pouvons continuer de croire que l'éducation institutionnalisée est un produit qui justifie des investissements illimités. Ou bien nous reconnaissons que la législation, la planification, l'investissement, s'ils ont une place à définir dans l'éducation formelle, doivent surtout être utilisés pour abattre les barrières qui font obstacle aux chances de s'instruire, car l'instruction ne peut être qu'une activité personnelle. Si nous choisissons de nous taire et d'accepter le postulat selon lequel le savoir est une marchandise, qui, dans certaines conditions, doit être vendue de force aux consommateurs, nous sommes prêts à nous soumettre à la domination sans cesse plus pesante des gestionnaires, totalitaires de l'information et aux funestes parodies d'école qui nous préparent. Les thérapeutes S-pédagogie injecteront leur drogue aux élèves afin de mieux enseigner, tandis que ces derniers auront eux-mêmes recours à la drogue pour trouver quelque soulagement aux pressions de leur maître et oublier un instant la course haletante au diplôme. Et sans cesse plus nombreux seront les administrateurs et fonctionnaires qui auront eux aussi la prétention d'être des pédagogues. L'homme de la publicité n'a-t-il pas déjà adopté le langage de l'école? Ne voit-on pas déjà le policier et le général, pour redonner du lustre à leur profession, se targuer d'être des éducateurs? Dans une société scolarisée, les activités guerrières et de répression trouvent une justification éducative. La guerre pédagogique, sur le modèle de celle du Vietnam, se définira comme la seule méthode d'enseigner aux hommes la valeur essentielle du progrès illimité. La répression, ne voilà-t-il pas en effet un effort missionnaire, une croisade pour la venue du Messie mécanique? Et bientôt nous suivrons l'exemple du Brésil et de la Grèce en adoptant nous aussi la torture à des fins pédagogiques, qui, loin de chercher à obtenir des renseignements ou à satisfaire des appétits sadiques, se fondent au contraire sur la terreur qui frappe au hasard pour corrompre l'intégrité d'un peuple, en faire une matière malléable propre à se plier à l'instruction des technocraties. La nature destructive de l'enseignement obligatoire ira jusqu'à sa logique ultime, à moins que nous ne commencions dès aujourd'hui de nous libérer de cette hubris pédagogique, de notre croyance que l'homme peut faire ce que Dieu ne fait pas. J'entends manipuler les autres pour les conduire au salut. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui commencent à s'apercevoir de la destruction inexorable du milieu humain, vers quoi nous conduisent nos méthodes de production. Mais ils sont isolés et ne disposent par conséquent que de pouvoirs limités pour choisir d'aller vers une autre direction. La manipulation des hommes et des femmes commencée à l'école a atteint un point de non-retour. Or, la plupart n'en prennent pas conscience. Ils continuent à encourager la réforme de l'école, tout comme Henry Ford, le troisième du nom, propose des automobiles anti-pollution. Daniel Bell remarque que la caractéristique de notre époque, c'est ce divorce profond entre les deux structures, culturelle et sociale. À propos de la première, on n'entend parler que des désastres imminents, et sur la seconde pèse le processus technocratique d'élaboration des décisions. Il y a du vrai là-dedans. Nous voyons ainsi bien des réformateurs de l'enseignement condamner presque tout ce que l'on trouve
dans les écoles modernes, cependant qu'il s'imagine comme solution que le recours à de nouvelles écoles. Thomas Kuhn, dans son ouvrage The Structure of Scientific Revolutions, entend démontrer qu'un tel divorce précède l'apparition d'un nouveau paradigme du savoir. Ainsi, les voyages circumterrestres, l'utilisation du télescope, l'étude de la chute des corps fournirent des données qui ne concordaient pas avec la conception du monde inspirée de Ptolémée. Peu de temps après, on accepta le paradigme newtonien. De nos jours, cette sorte de dissonance que l'on remarque chez beaucoup de jeunes n'est pas accord dissonant, qui devrait se résoudre en accord parfait, mais désarroi, affaire de sentiment. Ils ressentent qu'une société tolérable ne saurait ressembler à celle qu'ils connaissent. Mais beaucoup tolèrent fort bien cette dissonance. Voilà qui est le plus surprenant. Cette aptitude à poursuivre des buts absurdes mérite bien que l'on s'y attarde. Selon Max Gluckman, toutes les sociétés ont leur mécanisme de défense et sont à même de dissimuler à leurs membres le caractère irritant des dissonances. Il attribue au rythme de la société cette fonction particulière de dissimulation. Il voit en effet, aux yeux des participants, les contradictions, voire les conflits entre le principe sur lequel se fonde la société et son organisation. Tant que l'individu ne possède pas une conscience claire du caractère rituel du système par lequel il fut initié aux forces qui modèlent son univers, il est capable de briser l'enchantement et de définir un nouveau cosmos. Tant que nous ne prendrons pas conscience du rite par lequel l'école forme l'homme condamné à la consommation du progrès, il nous est impossible de briser le cercle magique et de faire apparaître une économie nouvelle.